La République de Platon, introduction de Robert Bacou le traducteur, suite. Misère du tyran, bonheur du juste, suite. Une seconde preuve du bonheur attaché à la justice se déduit de la théorie des trois parties de l'âme. Chacune de ces parties, raison, orgueil et appétit sensuel, recherche des plaisirs distincts. Or, quand l'une domine, elle accorde la prééminence aux plaisirs qui répondent à sa nature et sous-estime ou méprise les autres. C'est ce qui fait dire d'un homme qu'il est philosophe, ambitieux ou ami du gain. Il s'agit donc de savoir lequel de ces trois caractères est susceptible de goûter le plaisir le plus vrai et le plus exempt de peine. Remarquons d'abord que l'ami du gain ignore les plaisirs que procurent l'ambition et l'amour de la science. Le champ de son expérience est extrêmement limité. L'ambitieux goûte évidemment des satisfactions plus nobles. Mais n'est-ce pas en somme le philosophe qui éprouve les plaisirs les plus purs ? Dans sa jeunesse, il a pu cueillir les fruits de la sensualité et du courage, et dans son âge mûr ceux du savoir. L'étendue de son expérience confère donc une valeur toute particulière au choix qu'il a fait. Sans mépriser la gloire, unique but de l'ambitieux, il se propose des fins plus sereines. Il vit absorbé dans la contemplation des choses éternelles et jouit d'un bonheur que n'altère nulle souffrance, que ne compromet nulle déception. De la pureté de ce bonheur, nous donnerons une troisième et dernière preuve. Entre le plaisir et la douleur se place un état intermédiaire que l'on peut considérer comme un état de repos s'il marque l'arrêt de la douleur ou comme un état de privation s'il marque l'arrêt du plaisir. Dans le premier cas, on l'assimile au plaisir, dans le second à la douleur, mais ce faisant, on commet un abus. On confond en effet des formes purement négatives de la sensibilité avec leurs formes positives contraires. Supposons qu'un homme s'élève jusqu'à la région moyenne du monde, situant le lieu où il se trouve par rapport à celui qu'il a quitté, et se croira dans la région supérieure s'il ne connaît pas cette dernière. De même, celui qui ignore les jouissances vraiment pures fait consister le plaisir dans la cessation de la douleur. En un sens, chaque plaisir comble le vide de l'un et nos besoins physiques ou spirituels. Mais ces besoins, comme leurs sièges respectifs, le corps et l'âme, sont très inégaux en dignité. L'âme a plus de réalité que le corps, puisqu'elle seule est capable de connaître les formes immuables. Pareillement, les aliments, qui apaisent sa faim, opinion vraie, science et vertu, sont bien plus substantiels que ceux dont le corps se rassasie. Par conséquent, les plaisirs qui naissent de la plénitude de l'âme sont les plus réels et les plus authentiques des plaisirs. Malheureusement, la plupart des hommes ne le comprennent pas. Tels des animaux à la pâture, ils penchent obstinément la tête vers le sol, et dès qu'un objet grossier excite leur convoitise, ils luttent pour s'en emparer à coups de cornes et de sabots. Pourtant, la possession de cet objet ne leur procure que des joies illusoires, suivies ordinairement de regrets et de douleurs. En définitive, ils se sont battus pour l'ombre d'un plaisir, comme les Troyens se battirent, au dire de Stésichore, pour l'ombre d'Hélène qu'ils n'avaient jamais vue. Pareille déception est réservée à ceux qui recherchent trop avidement les plaisirs du thumos. S'ils n'ont pas au préalable confié le gouvernement de leur âme à la raison, par contre, quand celle-ci règne, elle confère au plaisir de l'ambition et de l'intérêt qu'elle contient en de justes limites un caractère de réalité qu'en eux-mêmes ils ne possèdent pas. S'éloigner de la science et de la sagesse, c'est donc à tous les points de vue s'éloigner du vrai bonheur. Comment maintenant exprimer la distance qui sépare l'homme royal et sage de sa vivante antithèse, le tyran ? Ce dernier, nous l'avons vu, ne connaît du plaisir que la plus vaine des ombres.
Si nous observons qu'il se trouve au 3e rang à partir de l'oligarque, lequel se trouve également au 3e rang à partir du roi, nous pourrons représenter cette ombre par le nombre plan 9, 3 fois 3, et son éloignement du plaisir royal par le cube de 9, soit 729. Ce nombre correspond aux sommes respectives des minutes du jour, des heures du mois, des jours et des nuits de l'année. Ainsi, à chaque division du temps, le plaisir du tyran reste infiniment éloigné de celui du roi. Que l'on considère une année, une heure ou une minute quelconque de sa vie, on la trouve au même degré privée de bonheur. Mais si le sage l'emporte sur le méchant et l'injuste en félicité, ne l'emporte-t-il pas bien plus encore en décadence, en beauté et en vertu ? 6. Réponse aux apologistes de l'injustice. Nous voilà donc à même de répondre à ces admirateurs de l'injustice dont Glaucon a été le brillant interprète au début de l'entretien. L'âme humaine, leur dirons-nous en substance, est comparable à ces créatures fabuleuses, la chimère, Scylla ou Cerbère, qui unissent en un seul corps les formes de plusieurs espèces d'êtres vivants. Nous pouvons nous représenter ces diverses parties sous les traits respectifs d'un monstre polycéphale de grande taille, d'un lion de taille moyenne, et enfin d'un tout petit homme. Or donc, qu'affirmez-vous en faisant l'apologie de l'injustice, sinon qu'il faut nourrir au détriment de l'homme le monstre et le lion ? Ou en d'autres termes, qu'il est profitable de livrer à la rage des bêtes féroces ce qu'on a en soi d'essentiellement humain ? Les laudateurs de la justice, au contraire, veulent qu'on fortifie l'homme et qu'on lui donne comme auxiliaire le lion pour dompter le monstre innombrable. Et il est exact que la paix et l'harmonie intérieure ne se peuvent établir autrement. Aussi le sage s'efforce-t-il de régler selon la justice le gouvernement de son âme, et pour cela, négligeant les vaines activités qui ne visent que la fortune ou la gloire, il tient ses regards fixés sur le plan de la cité idéale qui s'offre à lui comme un modèle dans le ciel.